Alors bonjour et bienvenue dans cette interview de Catherine Leger-Guillon. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te recevoir Catherine, bonjour. Bonjour. Et donc bienvenue dans cette interview où tu vas nous révéler des astuces et des stratégies pour réussir ces concours. Parce que tu es l'auteur ou l'autrice, parce qu'aujourd'hui on peut dire l'autrice, On peut tu es dire les... l'autrice du site Coaching Préparation Concours et également l'autrice du fabuleux petit ouvrage, malheureusement avec l'image on ne voit pas très bien, assis. Donc Ouais, ouais. ce petit ouvrage, Mon coaching spécial concours aux éditions Jouvence, qui est extrêmement bien fait, on aura l'occasion d'en reparler et qui donne l'essentiel d'une manière agréable, ludique et rassurante. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et, euh, et est-ce que tu peux te présenter en deux mots et nous dire qu'est-ce qui t'a fait écrire un ouvrage sur les concours et créer un site pour aider les gens qui passent des concours? Bah, tout d'abord, merci Romane de m'avoir invité à faire cette interview aujourd'hui. Le petit livre, donc mon coaching spécial concours, je l'ai écrit, enfin il est paru l'année dernière, en 2018, et il permet de résumer en quelques pages et avec des très belles illustrations très efficaces, on va dire, et sympathiques. Il permet de résumer un petit peu l'essentiel de ce que doit être une préparation au concours dans ces différentes étapes au fur et à mesure des mois qui passent, sachant que je me suis basée sur une préparation de plusieurs mois, on va dire de 6 à 10 mois à peu près, ce qui est la moyenne générale. Même s'il y a des concours qui se passent, je dirais, plus rapidement et d'autres qui sont parfois étalés dans la préparation et parfois étalés sur 2 ans. Alors moi, je suis professeure de chinois à l'origine depuis plus de 25 ans. Je travaille depuis 15 ans à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et j'y ai d'abord été responsable d'une filière de commerce international. Et j'ai aidé beaucoup d'étudiants, de master notamment, dans leurs projets professionnels. Ce qui fait que j'ai été amenée du coup à travailler avec des entreprises, à aider les étudiants dans leurs projets. Et ça m'a amené assez naturellement à une formation de coaching que j'ai effectuée en 2015. Donc depuis, je suis coach certifiée. J'ai également un volet formation, donc je suis formatrice agréée et également référencée au Datadoc. Voilà, bon, ça c'est pour le portrait très professionnel. Cooperate. Voilà, exactement. Moi-même, j'ai passé pas mal de concours, hein. Je crois que je devais aimer ça quand même, parce qu'il y a des choses que j'ai passées, totalement, de façon totalement inutile et sans aucun espoir, d'être admissible, ne serait-ce qu'admissible, genre le NS, voilà, j'ai essayé, ça m'a amusée, c'était pour voir mon niveau de chinois à l'époque, voilà, ça m'avait un petit peu rassurée. Je devais avoir 10, donc c'était correct. Pour le reste, donc j'ai passé, un CAPES de lettres modernes que j'ai eu, rapidement, un CAPES de chinois que j'ai eu beaucoup moins rapidement et l'agrégation de chinois, que j'ai eu, en 2007, voilà. Sinon, en fait, l'idée d'associer le coaching et la préparation concours, pour moi, elle est venue du fait que je voyais beaucoup de gens proches de mon entourage et d'autres, camarades un peu moins proches, mais qui étaient quand même dans dans les formations que je suivais ou à l'université en général et qui étaient des gens tout à fait brillants et qui ne réussissaient pas à réussi à dans des concours qui étaient, de mon point de vue et du leur aussi d'ailleurs, tout à fait à leur portée. Voilà, ça a généré, chez moi un grand questionnement et un grand énervement, et j'ai fini par tester sur des amis un petit peu deux trois choses et quand, qui ont fonctionné déjà et quand, j'ai eu une formation, complète, de coaching, là par contre, j'ai vraiment compris, ce qui n'allait pas en fait chez ces personnes-là et ce qui manquait dans leur préparation, qui n'était Mhm. pas une partie, disciplinaire, parce que dans leur discipline, ils étaient très bons mais c'était vraiment une partie, plus personnelle, psychologique en partie et aussi, des modes d'organisation et de préparation qui n'étaient pas les bons. Voilà à peu près. Alors, waouh! Quelle réponse et tu as tout de suite lancé des choses très très intéressantes en ce qui concerne
en ce qui concerne la préparation au concours. Donc j'avais d'autres questions à te poser, mais je vais rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire. Donc tu as pu constater, si j'ai bien compris, donc les mêmes phénomènes chez certaines personnes qui rataient les concours à leur portée. Grâce à ta formation de coaching, tu as pu découvrir ce qui manquait vraiment, Oui, d'une part. Et ensuite, aussi un problème au niveau méthodologique d'organisation, tu as dit. C'est les oui, deux axes que tu as repérés. oui. Est-ce que tu peux justement, nous en dire plus sur ce qui peut faire rater un concours quand on a le niveau? Ces fameuses découvertes là qui m'ont mis euh, Oui. l'eau à la bouche ou la puce à la fin. Ce qui peut faire rater, selon les profils, il y a quand même différents types de profils, mais je vais en prendre un qui est assez courant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se reconnaîtront. Un des profils qui peut faire rater, c'est le profil du bosseur. Alors bosser, évidemment, pour un concours, ça paraît évident. C'est par là qu'il faut commencer et c'est par là que ça marchera. Donc c'est pas à moi de dire qu'au contraire, il faut se reposer, sur ses lauriers. Non, pas du tout. Il faut travailler, évidemment, il y a un engagement, il y a un travail, qui plus est sur plusieurs mois, et qui reste difficile. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Par contre, il y a des gens qui travaillent, je dirais trop, ça c'est une première chose Oui, et surtout mal dans l'idée, où ils vont s'infliger des choses assez abominables, des bibliographies énormes, des choses à faire, qui sont infinies ou en tout cas, qui dépassent largement les quelques mois qu'ils ont à disposition devant eux. Ce qui fait que et comme ils sont pas bêtes, ils travaillent tout en se rendant compte que ce qu'ils font ne sera jamais suffisant. Donc ça met dans une position, un espèce d'une position qui est intenable, où en fait on s'inflige juste de la souffrance du travail, en croisant vaguement les doigts, en se disant: «Peut-être que ça marchera», simplement parce que, j'ai travaillé et cetera. Mais plus les mois passent, plus les gens se rendent compte qu'au bout du compte, quand il y a un programme, il y a toujours un programme, on en reparlera tout à l'heure, même quand il y a pas de programme, il y a quand même un programme à faire. Ils se rendent compte que finalement ils vont pas le terminer. Donc ça génère de l'angoisse et plus les mois passent, plus les gens sont stressés, angoissés. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ça fonctionne toujours pas. Donc voilà, c'est le profil type du bosseur acharné qui, par une mauvaise organisation de départ, hein, une mauvaise stratégie aussi de départ, va finir très vite, par, s'enfoncer un peu lui-même et faire de ces mois de préparation, quelque chose d'assez affreux, on va dire. Vraiment, ils s'infligent quelque chose de douloureux. Alors ça n'aide pas parce que la confiance en soi, elle est complètement, dans leurs primordial. chaussettes. Or, il en faut une bonne dose quand même, pour travailler plusieurs mois et pour arriver aux écrits et qui plus est, quand il y a des oraux, c'est encore plus déterminant. Donc voilà, ils perdent cette confiance en eux et leur stratégie est mal jouée, en fait. Ils n'ont pas pris assez de temps, de mon point de vue et ça s'est vérifié, à réfléchir, à mettre en place une stratégie, une organisation qui leur permette sur plusieurs mois d'être sûrs de terminer ce programme en mode un petit peu, non pas kit de survie parce que ça serait pas suffisant, mais en mode quand même éventuellement minimaliste, ramener à des choses, qui soient, réellement faisables dans le temps qu'ils ont et comme ça, avec ces techniques-là, on renforce la confiance et on travaille vraiment dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment un profil, que je trouve, important. C'est surtout à ces personnes-là que je m'adresse parce qu'en fait, au niveau disciplinaire, ils n'ont aucun problème. Mais c'est tout le reste qui est un petit peu, fluctuant, c'est pas stable et ils en sont conscients en même temps. Donc c'est ce qui rend les choses, difficiles. Ça n'empêche pas certains néanmoins avec ce profil-là de réussir, hein. Oui, il Mais y en a. pour certains, ça peut quand même générer de l'échec et c'est pas toujours facile de s'en remettre, d'autant qu'ils ont travaillé énormément. Donc il y a une part après, on trouve ça relativement injuste et vraiment trop douloureux, trop difficile. Mais si on parlait d'analyse transactionnelle, ce serait un petit peu un driver fait des efforts à mélanger un driver soit parfait, C'est qui ça, c'est ensemble ça, crée une synergie catastrophique. Ça, tout c'est à du fait. perfectionnisme. Donc, si je comprends bien, ce profil que tu cites, c'est des bosseurs. Donc, c'est des personnes qui seront prêtes à se mettre presque à se mettre mal, tellement elles seront
Ouais. Elles sont OK avec le fait de trop travailler parce qu'elles vont tout donner, mais sans discernement, quoi. Elles vont remuer ciel et terre alors qu'en fait, fallait trouver 10 grammes de platine dans le champ du voisin. Et elles vont faire plus d'efforts que ce qu'il faut sans discernement, en fait. Oui, surtout plus d'efforts sur une chose, parce que quand il y a un programme, bon, bah, mettons, je vais prendre le programme de lettres, il y a 5 auteurs et cetera. Donc ils vont travailler sur des bibliographies, déraisonnables, on va dire et donc il y a 2 ou 3 auteurs qui vont être bien travaillés et puis les 2 derniers qui vont être bâclés, par exemple. Donc ça fait quelque chose de déséquilibré et si, la dissertation, la leçon et cetera tombe sur l'auteur qui a été bâclé, bah, c'est une catastrophe, et c'est effectivement une mauvaise gestion du temps. Donc ça, c'est un deuxième profil aussi, enfin, c'est un deuxième problème qui peut générer un autre profil. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à gérer leur temps de travail et le temps est lié aussi pour moi à l'énergie qu'on a, le temps disponible, le temps d'énergie qu'on a et c'est clair que pour le coup, le gros bosseur ne va pas s'épargner. Malheureusement, il va s'épuiser au fur et à mesure des Oui. mois et là où au moment où on va lui demander un gros effort, de, 7 heures, 3 fois 7 heures, 5 fois 7 heures, bah, il sera arrivé au bout de ses forces, en fait. Or il faut quand même réussir à se ménager des pauses et ça, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre, «Reposez-vous», qui ont besoin d'entendre que le repos fait partie d'une préparation au concours et ce genre de choses. Ça paraît évident, mais ça l'est pas tant que ça. Dans le monde du sport, le repos des sportifs compte Bien sûr, autant que les séances d'entraînement, hein. Sinon, exactement. je disais tout le temps ça aux étudiants de PACES. Je vois, dans ton livre, tu en parles, l'analogie avec le concours et le marathon. Oui, Et, euh, et c'est comme des petits marathons avec un sprint final. Alors le oui, sprint, il demande un rush d'énergie et quand on s'est épuisé, on n'a plus cette énergie. oui, Et les étudiants, ils avaient du mal à comprendre ça. Pourtant, la boîte à colle qui a le meilleur taux de réussite à Lyon, elle ferme le dimanche. Et les étudiants n'ont pas le droit de prendre leurs cours. Et ah le oui, soir, elles ferment à 9 heures et doivent laisser les cours dans leur casier. C'est le seul endroit. Mais ça les évite de continuer à travailler jusqu'à 3 heures du matin, générer du ouais, stress au moment où on est inefficace. Parce que c'est une question de stratégie pour tenir dans la durée, oui, comme tu dis parfaitement, en fait. oui. Bah, à ce titre-là, le film, 1re année, je le trouve excellent puisque il oppose, deux étudiants en PACES, alors effectivement, il y a aussi la partie sociologique, qui est soulignée, mais néanmoins, ils ont tous les 2 des techniques de départ de préparation qui sont pas du tout les mêmes et à un moment, il y en a un qui insiste pour faire des siestes, pour se reposer et cetera et je trouve ça assez intéressant de ce point de vue-là, les 2 personnages, côte à côte, ouais. Quelque part, est-ce que. Donc, tu as cité le profil du bosseur, le profil du bosseur, mais aussi du problème en gestion de temps. Oui, C'est un peu un deuxième profil. Euh, mais je sens poindre le profil du aussi manque de confiance, parce que le manque de confiance fait qu'on travaille plus. oui, Et en plus, on a la petite voix dans la tête qui nous critique, et tu en parles très justement dans ton livre, oui, et c'est incroyable parce que cette petite voix, elle crée du stress, elle crée de l'anxiété, et elle occupe la mémoire de travail. Et comme ma exactement. mémoire de travail est occupée, c'est comme la rame du PC, je rame et je suis moins efficace. Donc je perds mon temps d'énergie de travail est sacrifié pour rien. Oui, tout à fait, Donc, tout à fait. comment toi, les profils de manque de confiance, lesquels tu as croisés, lesquels tu pourrais nous présenter aujourd'hui? Alors, j'en ai croisé pas mal. Le manque de confiance, en fait, je trouve dans les concours, dans la plupart du temps, il est lié, en fait, à une mauvaise évaluation du niveau attendu. Hmm. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de l'agrégation, parce que je prépare pas mal de gens à l'agrégation. Hem, les gens qui sont certifiés depuis 10, 15, 20 ans et qui veulent passer l'agrégation, ils se font, une «montagne» entre guillemets du niveau de l'agrégation et ils se disent: «Non, c'est pas pour moi, c'est difficile» et en même temps, ils ont envie de le tenter parce que, dans de toute façon, c'est à peu près la seule voie de promotion, on va dire, dans le métier. Donc voilà, c'est tentant, et en même temps, ils se disent: «Ah mais c'est quelque chose d'énorme, c'est très compliqué, il faut savoir ça, ça, ça et cetera». Il y a beaucoup de choses. Donc le niveau, imaginé, hein, en fait, paraît très, très élevé et ce que je propose aux gens, c'est de faire une première analyse des rapports de jury, par exemple,
une analyse de bonnes copies. On peut toujours trouver des bonnes copies, des copies des candidats qui ont bien réussi, qui ont réclamé leurs copies et qui sont très sympas et qui les partagent avec d'autres. Et quand on lit une très bonne copie d'agrégation, en fait, on se rend compte que, ah bah oui, c'est faisable, oui, ça, je peux le faire, j'en suis capable. Donc, remettre les choses à leur juste place, essayer de savoir quels sont vraiment les attendus du jury, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Sur des faits, pas sur Ça des permet de fantasmes. calmer déjà cette petite voix qui s'imagine des choses et on a bien conscience, l'imagination, elle permet de produire des tas de choses qui sont très, très loin du réel, et c'est toujours bien de revenir, aux bases quoi, en fait, à la réalité et ça, il y a toute une littérature. Alors c'est pas très fun, les rapports de jury de concours, hein, il y a mieux pour s'endormir le soir, mais en attendant, c'est quelque chose, qui permet de ramener les choses à leur juste mesure et je pense que l'importance pour moi du mot mesure, elle est c'est fondamental. Il faut ramener les choses à leur juste mesure, savoir mesurer, heu, en fait, j'ai envie de dire presque tout revient à ça, savoir mesurer ses forces, mesurer le temps, mesurer les connaissances, aussi, mesurer la bibliographie, enfin voilà et mesurer les attentes du jury. En commençant par ça, parce que c'est vraiment le point de départ, c'est ce qui permet de mettre en place sa stratégie. Sinon, on est dans la démesure et on va aller partout, n'importe où et rien ne va être canalisé et on peut s'épuiser à ce petit jeu-là. Alors qu'avec, en ayant vraiment cerné très précisément ce qu'attend le jury, on a ça permet de guider, on a ensuite une marche à suivre, une route qui est beaucoup plus fluide, une espèce d'autoroute et bonjour le chat. Une espèce d'autoroute, qu'on va pouvoir suivre, tranquillement, voilà, sans se presser, sans accélération. Enfin voilà, l'image de l'autoroute, qui n'est pas chargée, fluide, tranquille, me paraît, assez intéressante. Et mon chat, Le chat décidément non, mais a il décidé de veut la s'inviter à cette conversation. oui, il est intéressé par les Ah concours ouais, c'est de câlins, hein. il insiste, ouais. Alors, donc il m'a un petit peu perturbé. Et est-ce que ça serait justement une des erreurs principales que tu rencontres dans la préparation des concours? Une des erreurs les plus dangereuses? Mal évaluer, se baser sur des fantasmes, des projections. Oui, J'évalue qu'il est trop fort lui, alors que toi tu ramènes les personnes à des faits concrets, des preuves oui, de ce qu'on attend vraiment, exactement, oui, qui coupent court à tout fantasme et qui reposent les choses à leur juste mesure, comme tu dis. oui. Est-ce que c'est une des plus grosses erreurs que les gens font pour un concours? Une des plus dangereuses pour toi? Bah, disons que c'est quelque chose qui exprimé comme ça, enfin l'idée de savoir mesurer, je trouve que ça permet de récupérer en fait pas mal de défauts, hein, qui sont plus ou moins marqués, chez les gens, ou des tendances un petit peu dangereuses, plus ou moins marquées. Mais, voilà, c'est une façon de résumer les choses. Alors certains vont trop travailler, donc ils mesurent pas leurs forces, mais ils mesurent un peu mieux les attentes de jury que d'autres. Certains ne savent pas mesurer leurs atouts, leurs ressources. Ils savent pas tout ce dont ils disposent. Du coup, ils partent déjà un peu vaincus, ils font même pas le point sur, ce qu'ils savent faire vraiment, ce qu'ils savent pas trop bien faire et ils essayent de tout faire en même temps, alors qu'en fait, il y aurait un certain temps à passer sur telle chose, tel point, mais au contraire, passer beaucoup moins de temps sur autre chose. Voilà. Ils mélangent un petit peu tout et c'est donc un peu à la guerre comme à la guerre. On y va, on y va, on croit que le mental va tout faire et puis que bosser des heures, ça va tout faire. Ouais, mais non, c'est juste improductif. Enfin, il y a des risques. Voilà, donc pour moi, mesurer vraiment tranquillement et en tout début de préparation, mesurer les attentes du jury, mesurer ce qu'on sait faire vraiment très bien, moyennement bien, pas du tout, et ensuite bâtir une stratégie, de plusieurs mois, sur des semaines, très précisément, là où on veut arriver. Découper la difficulté en plusieurs mini objectifs. Bon ça, c'est typiquement coaching, mais ça marche, très bien Depuis dans le tout à l'heure, c'est concours. clairement du coaching, hein, et Voilà, dans le livre, on en voit beaucoup c'est quelque chose des outils. pour lequel il faut prendre du temps. Moi, je rencontre un petit peu de résistance au début, chez les gens, enfin pas tous, hein, qui se disent, «Oui, mais bon, là, je suis pressé». Bah oui, mais il va falloir prendre son temps, en fait, Assis-toi paradoxalement. lentement, Oui, besoin de prendre son temps, et cetera. oui, C'est,
on le voit vraiment poindre dans ton livre, toute cette tendance, tous ces outils, ce regard pragmatique du coaching, en fait. Oui, c'est très utile. Et clairement, et donc dans cet ouvrage, je vous le remontre, il y a plusieurs. Et donc tu parles de ces choses-là, mais en plus, tu donnes, il y a des outils, et il y a des petites illustrations qui permettent justement de faire ce travail d'évaluation d'une manière fun, plus rapide, plus ludique, avec des jolies choses, ce qui donne plus envie de le faire pour les personnes qui seraient un petit peu réticentes et qui nous entendent Mm. là, pour cet échange. C'est fait d'une façon qui nous donne envie de le faire qui est tout est là, c'est prêt à l'emploi, quoi. Il y a juste à le remplir et ça donne envie de le faire. Et ça, c'est vraiment aidant. Et tout est une histoire de mesure, donc mesurer les attentes du jury, mesurer ses propres ressources, mesurer le temps dont on dispose, mesurer l'énergie qu'on va consacrer et comment on va s'organiser dans son plan de travail. Euh, Quels sont les autres points clés pour réussir un concours selon toi? Il y a une capacité qui est importante, dont tout le monde a besoin. En fait, on en a tous besoin dans notre travail. C'est fondamental pour un concours aussi, c'est la capacité de savoir se concentrer. Donc mesurer et concentrer, en fait. Se concentrer, ça peut être aussi concentrer ses efforts et se concentrer sur une tâche à la fois. Et donc ça va forcément générer un espèce de planning qui sera un planning idéal, même s'il y a avec de la marge donc, hein, toujours de la marge de manœuvre, pour faire face à la petite grippe d'hiver, la gastro, du mois de novembre, enfin voilà, ce genre de choses. Mais, savoir se concentrer, c'est-à-dire que quand on fait une chose, si on la fait même pendant uniquement 2 heures, et si elle est bien faite, ça génère quand même des résultats très importants, plutôt que de passer des heures et des heures et à se disperser, et à mal travailler. Et donc ça, il faut aussi accepter de passer, quitte à passer moins de temps, au moins de passer du bon temps, du temps bien concentré, sur, telle ou telle épreuve. Alors typiquement, je donne un exemple, quand il y a 5 auteurs, au programme, et selon les personnes, et c'est là où le coach est intéressant, c'est que les personnes ne savent pas trop non plus comment elles apprennent. Et donc là, tu vas comprendre un petit encore mieux que moi, ce dont je veux parler. Elles savent pas forcément comment elles apprennent, comment elles retiennent, et cetera. Donc il y a aussi une part de méthodologie, parfois à revoir. Parfois certains savent très bien s'y prendre et ils ont déjà une bonne méthode, mais beaucoup en fait, travaillent avec des fiches par exemple. Donc: «Ah ouais, je fais ma fiche, OK». Donc c'est Scarron cette année, enfin l'auteur qui revient, donc OK, Scarron. «Ah oui, j'ai déjà fait ma fiche sur Scarron». OK. Et qu'est-ce que tu en fais après? Bah, je la lis. OK, tu lis une fiche sur Scarron et donc en pensant que la lecture, donc va, permettre, au contenu, scientifique, hein, de Scarron, l'œuvre de Scarron, passer donc de la fiche au cerveau directement. Et ça, c'est un peu difficile parce que, bah, on peut lire des fiches sur Scarron, sur, qui on veut. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Et il y a une étape intermédiaire qu'ils ne maîtrisent pas trop, c'est comment vérifier que, ce qu'il y a sur la fiche de Scarron est bien passé au cerveau. Donc là, je pense que tu es encore plus expert que moi. Néanmoins, voilà, ce genre de choses, ça demande aussi de la concentration et des méthodes de travail, un petit peu différentes. Parfois, c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit exercice en plus, en moins, s'auto-contrôler, s'auto-vérifier, trouver des solutions. Et là, c'est rigolo parce qu'avec, en tant que coach, on a encore des outils qui permettent qui permettent à chacun, avec des petites quelques questions simples, de trouver les solutions qui vont fonctionner pour elle, pour elle-même et peut-être rien que pour elle, pour le coup. Donc il y a des gens qui auront besoin de parler à voix haute, certaines personnes auront besoin de dessiner, de gribouiller, de jouer avec quelqu'un, en questions-réponses, et cetera. Et encore une fois, je recite le film Première année que j'ai revu en plus, récemment. De ce point de vue-là, il est très éclairant. Si on regarde le film juste comme ça en disant: «Quelles sont les méthodes que, ces 2 étudiants, utilisent?» Et pas seulement les 2 d'ailleurs, les petits groupes qu'on voit travailler, c'est très intéressant. Ils ont trouvé des solutions. Il y en a un moment qui parle de moyens mémotechniques, avec 1, 2, 3 soleil, enfin pour des choses auxquelles on voilà, ça ne marche que pour lui,
Mais c'est pour ça qu'il le dit: «Oh ça marche, je pense que ça marche que pour moi». Mais n'empêche les autres entendent et se disent: «Ah oui, si, c'est pas bête en fait». Et le fait de partager ces petits trucs, à un moment ils font des questions-réponses, vraiment, c'est vraiment des connaissances très techniques, et c'est vraiment du par cœur. Ils font des petits jeux. Celui qui gagne, gagne, une crème au chocolat, voilà, et après donc il se passe les crèmes au chocolat en fonction des points. Un autre jeu, ils sont dans les escaliers et donc s'ils ratent, s'ils n'arrivent pas à répondre, ils redescendent un étage, l'autre redescend un étage et cetera. Bon voilà, il y a plein de choses et l'avantage, c'est qu'on les voit en action et ils sont hyper concentrés tout en faisant quelque chose, monter, descendre l'escalier et c'est voilà, c'est ce genre de choses auxquelles on peut penser et qui font que le travail, est vraiment, c'est du pur concentré de travail, du pur jus de cerveau et c'est là qu'on est efficace. Et ça, il faut réussir à trouver des solutions, des jeux, des techniques, enfin, je dis des jeux parce que c'est pour dire que ça change du livre, devant nos yeux, mais en attendant, quelque chose qui fonctionne et qui permette à la personne de vérifier qu'elle a bien engrangé ses connaissances qu'il y a sur ces fameuses fiches. Super intéressant et très très belle analyse de, en fait, de ce qui pourrait passer entre les lignes ou entre les yeux des spectateurs qui ont vu le film réussir sa passesse première année, parce que certaines personnes n'ont pas observé ça avec cet œil de coach qui prépare au concours et qui remarque ces choses-là. Et je trouve ça très très fin et très enthousiasmant comme analyse et très éclairant également. Et alors, dis-moi, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait permettre à quelqu'un de réussir un concours, même s'il est s'il était mal parti pour ce concours? Ah, alors, bah, c'est un petit peu c'est les mêmes qualités, ça va être la capacité à se concentrer sur un temps très court et la capacité aussi à accepter un espèce de kit de survie. Parce que là, si on est vraiment dans les derniers temps, les derniers mois et cetera, il va falloir accepter de lâcher encore plus de choses. Donc lâcher encore plus de choses, ça veut dire, ne pas vouloir refaire toute la préparation entière et cetera, parce que ça va pas être possible. La question, c'est de se dire: «Pourquoi je vais y aller à ce concours?» Même mal préparé ou en tout cas préparé dans un temps beaucoup plus court que celui qu'ont eu les autres où je me rends compte que j'ai passé 4 mois à mal travailler, donc je j'ai pas retenu grand chose. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le coup? Ça va être accepter déjà d'aller vraiment à l'essentiel et donc de passer du temps sur, une partie du programme, enfin chaque partie du programme, mais vraiment en version, très, très réduite. Donc là, on est vraiment dans le kit de survie et à passer du temps aussi sur les entraînements. J'en ai pas parlé, mais évidemment c'est l'essentiel. À passer plus de temps à s'entraîner qu'à apprendre, heu, alors selon les concours, hein, bien sûr, il y a des choses qui fonctionnent pas, toutes de la même façon. Mais globalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau de l'entraînement. Or, les gens attendent souvent très longtemps, pour s'entraîner en temps réel, et ils attendent longtemps parce qu'ils attendent d'être prêts, d'avoir toutes les connaissances, dans leur cerveau. Alors autant dire que ça peut parfois ça n'arrive quasiment pas et les gens travaillent jusqu'à la dernière minute et ensuite foncent, à l'épreuve et font leurs 7 heures de dissertation, de commentaires, et cetera. Sauf que, bah, ils ne se sont jamais entraînés sur 7 heures et là, on a des grosses paniques en perspective. Donc voilà, en tant que coach, moi, j'insiste beaucoup sur les entraînements et je propose, aux candidats des solutions, différentes en fonction des épreuves, en fonction de voilà, de ce qui va se passer pour s'entraîner et pour s'entraîner surtout en utilisant le moins de temps possible, mais tout en restant dans le temps disponible. Je donne un exemple, une dissertation de 7 heures, bien sûr, s'entraîner en temps réel, ça voudrait dire donc prendre des journées de 7 heures et faire des sujets de dissertation, ce qui est quand même un peu compliqué. Il en faut peut-être 2 ou 3 dans l'année, mais on ne peut pas en faire, non plus, 25, c'est difficile. Donc ce que je propose souvent, c'est de faire le début de la dissertation, sachant que c'est en général le plus difficile. C'est ce qui va bâtir l'architecture de la dissertation et donc en fait, on découpe l'exercice, mettons une dissertation en plusieurs étapes
et on fait travailler, les candidats peuvent travailler étape par étape. Et tant qu'ils n'ont pas maîtrisé la première étape, tant qu'ils n'ont pas fait et refait le geste de la première heure, la première analyse, et cetera, tant qu'ils sont pas à l'aise là-dessus, c'est pas la peine de passer à la suite, de mon point de vue. Et effectivement, une fois qu'ils ont acquis une certaine aisance sur la première partie, première étape, ils peuvent passer à la deuxième et ils se rendent compte qu'en fait, en découpant les choses comme ça, ils gagnent en vitesse, ils gagnent en précision et ça leur donne confiance pour la dissertation, en 7 heures et ils restent dans un temps restreint, c'est-à-dire que la première étape, par exemple, de la dissertation, elle ne doit pas dépasser 1 heure 30. Comme ça, en fait, ils restent dans les clous de ce qui se passera vraiment, le jour J en 7 heures, par exemple. Ok, super intéressant. C'est vrai que une journée de 7 heures, en faire plusieurs pour s'entraîner, c'est dur. Ouais, Et même, c'est comme tu le dis très justement, c'est comme une chanson. Si j'arrive pas à bien faire le début, ou les 3 premiers accords avant de chanter, ça sert à rien de m'entraîner à faire tout le temps toute la chanson. mmh, C'est important de découper pour automatiser chaque partie. Et ensuite, le cerveau va lui-même rassembler tout et on oui, sort. Donc c'est très très pertinent. Donc c'est ce que tu conseillerais à des personnes qui sont un peu là, par exemple, qui ont lu pendant 4 mois et qui arrivent par exemple sur un article sur la lecture, par exemple mon article sur mon blog ou qui dit ben, oui, les 3 raisons pour lesquelles la relecture est le pire moyen d'apprendre. Donc là ils ont une bonne douche froide et là du coup ils te contactent et tu leur dis bon comment on fait comment on fait l'analyse terrain là, combien de temps il reste, on oui, mesure et on s'entraîne. Parce qu'apprendre, c'est pas la même chose que faire une disserte et c'est très juste. Tu parlais de sentiment d'être prêt, mais certaines oui, personnes n'ont jamais ce sentiment parce que c'est comme le sentiment d'avoir raison. Des fois, on a le sentiment d'avoir raison et on a tort. Et des fois, on a le mmh, sentiment d'avoir tort et on a raison. Donc, le mmh. sentiment et la réalité, c'est 2 choses différentes. Et des Oui, personnes oui. qui ont jamais le sentiment, et l'ont jamais alors ils pourront engranger au lieu de s'entraîner, quoi. C'est comme si j'apprenais des courses de tennis tout le temps pendant 8 ans sur vidéo et que ben, j'ai joué ma première compétition sans être allé sur un cours de tennis. Enfin, Oui, c'est assez proche de ça, en fait. Les gens qui se sentent prêts, c'est des gens qui se sont beaucoup entraînés et à ce niveau-là, tout ce qu'on fait dans les classes prépa, c'est relativement, idéal. Il y a des choses, qui fonctionnent pas pour tout le monde et pour certains, c'est 2 années, très difficiles, mais le fait de s'entraîner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est typiquement, une méthode éprouvée et qui fonctionne. Alors, ils n'ont pas que les entraînements, bien sûr, ils ont les cours qui vont avec et le travail qui va avec, mais voilà, s'ils n'avaient que des cours excellents, de super profs, dans des super établissements et cetera, ça marcherait pas. Ça marche parce qu'il y a toutes les épreuves, tous les samedis, tous les mercredis, enfin selon les écoles, mais voilà, ce qui marche, c'est l'école et encore d'école et encore des entraînements et cetera. C'est clair que c'est ce qui permet, à chacun d'arriver en fait le jour du concours en étant un peu dans un état que j'appelle un peu d'ennui, et qui pour moi est le bon état dans lequel il faut arriver, à savoir: «Bon allez encore une disserte, encore 4 heures de maths, encore un sujet de maths, encore un sujet de physique». Voilà et c'est quand on en est là, c'est que c'est bon. C'est-à-dire quand on est limite à s'ennuyer en se disant: «Allez, c'est reparti, encore un tour». Je trouve que là, c'est un bon indicateur, et pour se dire que voilà, on en a fait tellement et tellement, voilà, que la machine est rodée, en fait. c'est super, ça me fait penser. Hier encore, je faisais des formations de développement personnel et un de mes formateurs que j'adore, qui invente des outils pour moi qui sont l'avenir dans ce domaine, Alexandre Nadeau, il parle du fait que après offrir des techniques, par exemple, de préparation mentale pour le coup, ou Mmh. parce que typiquement en PNL, on va insuffler de la confiance à une personne pendant qu'elle s'imagine en train de faire l'examen, et puis voilà, comme ça, quand il repensera, son cerveau va libérer les mêmes endorphines, les mêmes neurotransmetteurs. Et lui, il dit, mais si les personnes, quand elles sortent, elles font, waouh, j'ai le feu, je peux faire l'examen, c'est incroyable. Euh, elles sont comme dans un état très particulier et ça sous-entend qu'il faut un moment spécial dans la vie pour que cet état se déclenche. Oui, Alors que si elles se sentent super confiantes en disant ouais, c'est normal, je suis super confiant, je vais faire 4 heures comme d'hab. Ben, si c'est normal, c'est ce qu'on vit. Si c'est exceptionnel, il faut un oui, moment spécial pour le vivre. oui. Donc, c'est un super parallèle que tu fais là sans le savoir. Et c'est une superbe astuce. Donc, si vous vous ennuyez en arrivant au concours, Voilà, c'est c'est bon. bon. C'est que vous vous êtes suffisamment entraîné parce que sinon, la peur, Oui,
Valer à tout risque d'ennui. Oui, voilà, l'ennui doit être plus fort que le stress, en fait. L'ennui doit l'emporter. Enfin, l'ennui, pas l'ennui, parce qu'il y a pas d'ennui et puis, une dissertation de 7 heures, ça occupe bien, voilà, on s'ennuie pas, hein, pendant qu'on la fait. Mais c'est l'ennui de revoir un sujet, encore un autre sujet. C'est-à-dire que l'avantage, c'est on s'est suffisamment bien préparé pour faire face à tout type de sujet. Il y a rien qui vous choque, il y a rien qui vous étonne, il y a rien qui vous paraît ni trop simple, ni trop difficile. Voilà, c'est un sujet lambda et on en a fait tellement que ça n'est qu'un sujet de plus et c'est cet aspect, routine en fait, habitude qui fait que voilà, on peut considérer que c'est à peu près à ce niveau-là qu'on est vraiment bien préparé en fait. C'est super intéressant et, euh, et riche et on voit, enfin c'est comme dans ton ouvrage en fait, donc euh, quand je l'ai eu, euh, j'ai vraiment eu ce sentiment que ça désacralise le côté «Oh, j'ai mon concours par miracle parce que c'est un moment exceptionnel ou que je suis Oui. extrêmement doué». C'est «Ah oui, il a réussi, mais il était en transe ce jour-là». Ce jour-là, quand il arrivait dans la salle, il y avait «Ah, les anges qui chantaient», quoi. C'était un moment divin. Et en fait, tu balais euh, toutes ces tous ces faux fantasmes en disant on revient à quelque chose de très basique. Si Oui, j'ai fait 100 dissertes, je ne serais pas dans la même situation que la personne qui en a fait deux. oui, c'est J'aurais pas les mêmes automatismes, j'aurais pas musclé mon cerveau de la même manière et mmh, j'aurais pas ce réflexe de OK, le plan, clac, 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 ma première heure, nickel, où tout est automatisé et j'ai plus qu'à enclencher le programme en appuyant sur Enter. Versus, je suis en train de créer le programme en plein concours, quoi. oui, c'est C'est ça, pas la même exact, chose dans le cerveau. Ouh, mmh, mon image a frisé. oui, ouais, Euh, c'est et donc, donc on a vu pas mal de choses et oui. on a vu beaucoup pour les écrits. Dans ton livre, tu parles aussi beaucoup des oraux. Euh, Tu fais le lien entre le fait qu'on peut se préparer aux oraux avant de se préparer aux écrits. Et Oui, on quelle doit même. astuce, et on doit, merci de me rectifier, quelle astuce tu donnerais aux personnes qui préparent un oral pour vraiment augmenter les 20% qui font 80% de différence? Loi Bah, de c'est la même Parkinson. chose que pour l'écrit, c'est-à-dire de s'entraîner. Alors l'oral, les gens, bah, comme il y a des programmes, il y a toujours des choses à faire, il y a des aspects techniques, il y a plein de choses à faire et du coup, les gens ont tendance à rester dans leurs fiches et leurs bouquins, alors que c'est de l'oral. Donc s'entraîner à l'oral, c'est parler. C'est assez bête, hein, ce que je dis, mais voilà et donc c'est parler tout le temps, trouver toutes les occasions de parler. Alors pas de parler, à son voisin de palier, pour lui dire qu'il fait beau, bien sûr, mais de trouver toutes les occasions, de les multiplier, de les créer pour parler de ces sujets, du programme et cetera. Donc la solution la plus simple, même si on est tout seul, c'est au moins de parler et de s'enregistrer et de tenir un discours sur, pareil, dans le temps imparti, 15 minutes, 20 une demi-heure, 20 minutes, enfin selon les épreuves. C'est la seule solution pour vérifier qu'on arrive à parler et à analyser un document, quelque chose, et à tenir pendant 20 minutes ou 30 minutes. C'est la seule solution. Parce qu'en fait, l'oral, bah, ce qui est en jeu, c'est à peu près la même chose que pour l'écrit, à savoir plus on en aura fait, plus on sera à l'aise, hein, il y a clairement. Le fait de parler, ça c'est pas alors je ne suis pas spécialiste du tout, mais c'est clair que ça ne s'active pas dans le cerveau aux mêmes endroits et de la même façon. Qui plus est, on est regardé, on est donc en direct, il n'y a pas de possibilité de repentir, on ne peut pas, effacer, on ne peut pas revenir en arrière. On peut un tout petit peu à la marge, mais c'est difficile et c'est donc beaucoup plus impressionnant que, ces feuilles, son papier, son brouillon, je rature, je change, je déplace. Toutes ces choses-là, on ne peut pas le faire à l'oral. C'est du direct. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner dans les conditions du direct et ne serait-ce qu'un téléphone, avec un enregistreur, ça suffit pour se mettre dans les conditions du direct et de se rendre compte que, bah, c'est pas simple, mais plus on l'aura fait, plus ce sera simple. Toujours, c'est à peu près la vertu, la grande vertu de la répétition, en fait. C'est extrêmement intéressant et dans ton ouvrage, justement, tu en parles et tu donnes un éclairage vraiment, vraiment pertinent. Justement, là, tu le dis, s'entraîner, prendre l'occasion de parler en public, s'il y a un repas au travail, s'il y a un repas en famille, même prendre la parole là où on n'aurait pas prise avant Aussi. pour s'entraîner. Parce que, quelque part, sous le radar, enfin, entre les lignes, ce que tu sous-entends, c'est que oui, il y a toutes les connaissances que je donne à l'oral, mais parler, c'est parler.
Et c'est d'autres compétences. Il y a les connaissances et il y a la compétence de Oui, communicateur, de communiquer, communicant. exactement. Donc, quand je parle, que je parle de la pluie ou le beau temps, que je vende un aspirateur ou que j'explique les préceptes principaux de telle philosophie, eh bien, en fait, les personnes confondent peut-être, ah, si je sais bien mon truc, je vais bien Oui, parler. oui. Non, C'est parler, c'est 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 une ce qu'on me dit en compétence. général, hein, c'est ce que disent les candidats en C'est général. une- Moi, j'arriverai à parler si je connais 100 de mon truc. Bah oui, mais comme on connaîtra rarement 100 de son sujet, que le Mhm. sujet qu'on va tirer, ça sera justement pas celui qu'on veut, hein, parce qu'en général, ça se passe comme ça, qu'il y aura plein de solutions, plein de parasites, autour, il y aura des gens en face, il y aura des gens qui vont, se gratter le nez, qui vont froncer les sourcils, qui vont sourire, qui vont voilà. Tout ça, ça perturbe donc les connaissances à ce moment-là, pour les mettre, en action, il faut quand même, un grand calme et il faut avoir une grande habitude de ce type d'exercice et ça s'improvise pas, hein. Typiquement, c'est impossible d'improviser, donc ça doit être hyper préparé. C'est pour ça que l'entraînement, il est fondamental et il doit occuper, au niveau de l'oral, c'est 80 du temps, en fait, c'est un peu la solution. Quand bien même vous arrivez avec dans votre cerveau, des tonnes et des tonnes de connaissances, de toute façon, au bout du compte, c'est quelque chose qui se passe en 15, 20, 30 minutes. On n'aura pas le temps, on aura rarement le temps de tout utiliser. Par contre, la façon dont on va donner, ce contenu, dont on va le partager, elle compte tout autant et il y a beaucoup de candidats qui sont très déçus de leurs notes, de leurs résultats, parce qu'ils disent: «Ouais, mais je comprends pas», parce que souvent quand il y a des débriefings après, dans des calls: «Je comprends pas, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit». Oui, mais la question c'est pas de l'avoir dit, comme ça très rapidement, c'est comment on l'a dit. Est-ce que c'était dit de telle façon à ce que ce soit bien entendu? Est-ce que, Une on a pause mis après. l'accent dessus? Voilà et toutes ces Oui, choses-là, c'est vraiment de la prise de parole, en pur. public et pure qui fait qu'en fait, si on a ça comme contenu à délivrer, sur une épreuve, si on la dit correctement, donc si on prend son temps, si on parle tranquillement, le jury entendra à peu près ça. Par contre, si on est stressé, qu'on parle vite, qu'on regarde pas les gens, qu'on se perd dans ses feuilles, enfin voilà, bah, finalement le jury va entendre ça. Donc quand bien même vous avez ça de contenu, 1 litre, Entends. le jury va entendre, je sais pas, 10 15 20. Donc tout le reste, bah, ça rentre pas dans les oreilles et ça, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est très décevant, d'où l'intérêt, l'importance d'y passer Se du temps. préparer. Et se préparer juste à communiquer et pas Oui, juste à présenter son oral. Parce oui que et à sinon, parler tout seul, ça, j'ai trouvé ça formidable dans ton ouvrage. Je me suis dit, c'est quelque chose qui est tellement peu souvent dit, alors que ça doit être martelé et répété. Parce que c'est vrai que si je sais plein de choses, mais que je sais pas les dire, c'est gâché. Et c'est ça me fait gâché. penser à un correcteur de l'ENS avec qui j'avais échangé, quelqu'un qui corrigeait. Donc là-bas, c'est double correction pour vérifier si les notes n'ont pas trop d'écart. Et il m'expliquait que les copies où il y avait le plus d'écart entre les deux correcteurs, donc il y a deux personnes qui vont corriger la même copie Oui. pour qu'il y ait un équilibre en fait, et pas quelqu'un qui adore une copie alors qu'il met une très bonne note finalement que d'autres n'auraient pas mise. Et il expliquait que les copies avaient le plus d'écart, c'était les personnes qui avaient été un peu originales. Et qu'en fait, certaines personnes aimaient cette originalité, les autres moins. Mais que les Mmh. copies qui avaient les meilleures notes, il n'y avait pas d'originalité, il n'y avait pas la personne qui a eu ce tour d'esprit sur Platon, qui a eu ce... Non, Mmh mh. c'était des choses qui étaient très claires, très Oui, simples. Et en très survolant la simple. copie, on pouvait lire toutes les idées et voir où la personne voulait en venir. Si on posait les yeux quelque part dans la copie, on se disait jamais, mais ah, il en est où? Comment il est arrivé là? Mmh. Non, Mmh. les choses semblent très très claires. Et quelque part, ce que tu dis à l'oral, c'est la même chose. Oui, c'est C'est que pareil. si je m'exprime bien, même si j'en sais pas beaucoup, ça passera mieux que si j'en sais plus et que si je m'exprime moins bien. Parce Mmh. que les choses seront claires et ça aura été agréable. Et il y a un phénomène comme ça dans le cerveau qui est que notre cerveau confond la facilité, la qualité et le plaisir. Si quelque chose me paraît facile ou est agréable, j'ai l'impression que c'est facile. Mmh. Les scientifiques, ils donnent une feuille avec un texte scientifique écrit parfaitement imprimé sur du papier haute qualité. Et ils donnent le même texte, mais sur du papier un peu gris, recyclé et un peu Oui. moins bien imprimé. Ils le donnent à deux grands groupes. Et les scientifiques demandent aux personnes d'évaluer la complexité du texte. Et Mmh. systématiquement, le texte qui est écrit en beau papier, qui est bien imprimé, tout le monde le trouve beaucoup plus facile. Parce que le cerveau confond le fait que ça soit clair et donc facile
euh, Oui, plus, ouais. plus agréable comme expérience avec la facilité du contenu. Et quelque part, c'est ce que tu pointes très justement en différenciant la qualité de communicant et la Mm. connaissance globale du prétendant, du participant au concours. Bon, en général, il faut les 2 hein, quand même, hein, on va pas se cacher, hein. Il faut Évidemment, les évidemment. 2. Mais ce qui est là où c'est le plus dommage, c'est les gens qui ont effectivement un contenu de qualité et ce contenu n'est pas entendu à sa juste valeur. Et donc là, il y a un travail, important, à faire pour eux. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous partager une de tes plus belles expériences de coaching avec un de tes coachés pour un concours? Bah, en fait, j'en ai 2. Donc j'ai une candidate qui est quelqu'un de vraiment très intéressant, qui est entré dans la fonction publique, catégorie C pendant plusieurs années, qui a été soutenu par sa hiérarchie pour passer un concours de catégorie B dans l'éducation nationale, hein, donc elle l'a eu comme ça, mais son discours, c'était: «Ouais, mais bon, j'ai eu de la chance, quoi, en fait» et puis elle s'est quand même, attelée à un concours de catégorie A avec, une épreuve écrite et une épreuve orale. Je l'ai préparée aux 2 et à ce moment-là, elle était, dans un autre ministère que l'éducation nationale, elle était à Bercy et donc elle a passé 2 concours en même temps pratiquement. L'éducation nationale catégorie A, Bercy catégorie A et il y avait un tel enjeu pour eux dans l'éducation nationale qu'elle a raté les écrits. Par contre, elle a dû aller c'était à peu près le même genre d'épreuve, hein. Elle a dû aller à Bercy, un peu plus détendue aussi et surprise, elle était admissible. Donc on est passé à la phase numéro 2 et préparation de l'oral pour lequel elle a quand même une certaine, aisance, hein. C'est quelqu'un qui s'exprime, très bien et qui a pas trop peur, de parler en public. Mais là, elle a eu tout d'un coup une grosse pression et une pression y compris de sa hiérarchie qui, n'était pas trop favorable à cette promotion, et qui, pendant plusieurs semaines, lui a un petit peu sapé le moral en disant: «Oui, oh, je pense pas que vous l'aurez quand même, c'est difficile, puis c'est la première fois que vous le tentez». Enfin voilà, ils ont essayé un petit peu de la C'est vrai, déstabiliser. ils Ouais, voulaient pas se perdre, en fait, c'était non, mais c'était pas méchant, mais c'était quand même dit un peu comme ça et donc moi, je rattrapais le coup à chaque fois en lui disant: mais non, c'est pas la question, le jury, c'est le jury, on s'occupe pas de ce que pensent, les collègues ou la hiérarchie et cetera» et donc elle a été reçue. C'était vraiment un grand plaisir, pour nous tous, enfin pour elle, pour son mari que je connaissais, enfin voilà, c'était vraiment, très très joyeux. Et dans un autre, registre donc du coup, elle a eu ce concours-là du premier coup, en fait. Et dans un autre registre, j'ai aidé une personne à préparer une agrégation du supérieur, donc il y en a plus beaucoup, en France, il y en a dans quelques domaines, donc là, c'était en droit et il avait raté plusieurs fois, au moins 3 fois et c'est un concours extrêmement difficile pour lequel, alors en droit, on va dire, clairement les choses, je n'y connais absolument rien. Donc la discipline m'était totalement, inconnue, mais ces épreuves d'agrégation sont, terribles et c'est une des dernières épreuves, qui reste comme ça, qui est une épreuve en 24 heures. C'est-à-dire qu'ils préparent pendant 24 heures un dossier. Ils sont plusieurs, en fait, il y a c'est la dernière épreuve, hein. Il y a 4 épreuves qui sont des éliminatoires à chaque fois, donc c'est quand même un truc de fou pendant plusieurs mois. Et la dernière épreuve, celle qu'il ratait, enfin qu'il avait raté plusieurs fois, c'est une épreuve en fait qui n'a rien à voir avec le droit. Enfin, évidemment, c'est du droit, hein, il ne parle pas de culture des champignons, mais c'est techniquement les capacités là qui lui manquaient n'avaient absolument rien à voir avec le droit, puisqu'en fait, ils ont droit à tous les livres qu'ils veulent, consulter tous les experts qu'ils veulent, ils sont 24 heures dans une pièce à travailler et à travailler à plusieurs. Et donc lui, pour lui, ce qui était difficile, c'était finalement de déléguer certaines choses, de s'approprier le sujet tout en laissant travailler d'autres personnes en même temps pour lui. Voilà, il y a une préparation aussi matérielle, mais bon ça c'est pas le plus compliqué. Et à la fin, la 25e heure, c'est à lui de présenter les résultats, avec un cadre et cetera qu'il connaissait parfaitement. Et donc là où on a travaillé, c'est tous ces aspects un peu de presque de gestion de groupe, de comment, travailler un sujet, de garder son intuition de départ, garder ses idées de départ tout en les partageant avec d'autres. Voilà et donc c'était du relationnel, en fait. C'était des choses très très compliquées, pour lui et moi j'ai trouvé que c'est à la fois super intéressant, très original et donc cette fois-ci, il avait été reçu.
Donc bien sûr ça ne marche pas à tous les coups le coaching. Il y a des gens qui ratent, voilà, ils ont beau se préparer du mieux possible, voilà. Néanmoins, là où je suis assez contente, c'est il y a quand même pas mal de réussites et si ça marche pas, l'année où on travaille, ensemble, parfois j'ai des gens qui me rappellent, 1 an ou 2 ans après en me disant: «Bon ça y est, je l'ai eu», donc il faut accepter aussi de passer un petit peu de temps sur ces choses-là. Néanmoins, c'est des promotions intéressantes, c'est un mode de recrutement qui reste intéressant, qui est hérité de la Chine, impériale en plus, donc je trouve Oui, ça qui assez en rigolo oui, en pour vrai, moi. Mais voilà, ça reste quand même assez intéressant, le plus neutre possible, même si c'est jamais neutre, mais en tout cas, c'est mieux qu'une promotion, heu, par, du piston ou par ceci ou cela, hein. Ça évite tout ça, donc c'est quelque chose d'intéressant pour ça et l'idée aussi du coaching, c'est que tant qu'à faire, de passer du temps à travailler, autant en faire quelque chose de joyeux, d'intéressant pour soi et de nourrissant. Heu, Au moins, même si on n'a pas le concours tout de suite, il faut 2-3 expériences, 2-3 tentatives, que tout ce temps passé là, dans les livres, dans les recherches, soit un temps, nutritif, voilà, intéressant pour la personne, qui lui fait apprendre des choses à la fois sur sa discipline et sur elle-même. Eh bien, merci beaucoup pour, toutes ces explications, pour toute cette, richesse et cette approche pragmatique où on sent bien le coach derrière et la personne qui a aussi travaillé les concours avec ce côté terrain, ce côté où on pose des choses, on laisse les fantasmes de côté, on mesure, on se prépare. Comme on retrouve sur ton site la célèbre citation de Sun Tzu, sur le fait que, bah, la préparation, c'est la clé. Alors, tu peux la redire cette citation précisément, hein? Alors non, tu me prends de court, j'étais en train de Ah! Ah c'était si! justement là, voilà, ça c'était le Ah blanc. ouais, là, on s'est Non, vous voyez? Oui, effectivement, la la tout l'art d'une de ré la réussite repose sur la préparation, hein, oui, oui, c'est celle-ci, sur ouais. une bonne préparation. Et c'est vraiment ce qu'on sent, et ce qu'on va transparaître donc ça dans ce petit ouvrage qui est vraiment fabuleux aux éditions Jouvence, donc Mon coaching spécial concours. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose de très, il y a plein de petites, vous voyez, il y a plein de petites, Oui, les illustrations. illustrations sont excellentes, C'est excellent, j'ai adoré c'est ce qu'ils ont facile à fait, lire, ouais. c'est complet. C'est vraiment quelque chose qui peut nous donner un garde-fou et nous donner toute l'expérience, enfin nous aider si on n'a pas d'expérience dans un concours. Si vous n'avez pas d'expérience dans un concours, ça peut vous aider à éviter beaucoup d'erreurs fatales, à partir sur de bonnes bases. Et bien sûr, vous pouvez contacter Catherine pour plus de précisions, plus d'informations. Évidemment, vous pouvez consulter son blog, donc coachingpréparationconcours.com ou .fr. Point .com. .com, coachingpréparation.com. Et donc, ben, il me reste plus qu'à te remercier pour cet échange Merci à passionnant. toi. C'était vraiment très enrichissant. J'espère que les auditeurs et les personnes qui vont regarder cette interview vont aussi trouver autant de richesse. Alors, merci encore, Catherine. Excellente continuation à toi et au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.